Quand on est ministre de l'Éducation, eh bien, on essaye de faire passer une loi, on essaye de transformer quelque chose du réel, et par conséquent, on est toujours dans l'opposition entre le réel et l'idéal. C'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer les choses. On est exactement dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Et donc là, on a vraiment deux attitudes fondamentales par rapport à la vie. L'attitude de celui qui veut s'immerger dans le réel et l'aimer, se réconcilier avec lui. En reprenant la définition du sage ancien, on est très proche du sage ancien. Le sage est celui qui regrette un peu moins, qui espère un peu moins et qui aime un peu plus. Ça convient tout à fait à la doctrine de l'amor fati de Nietzsche. Et en revanche, si vous êtes dans la politique ou vous êtes dans le militantisme, par exemple, inévitablement, vous n'y pouvez rien, vous rentrez dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut, déjà le « il faut » est une forme d'impératif moral, il faut transformer le réel au nom d'un idéal, évidemment. Si vous n'aviez pas un idéal, vous ne pourriez pas dire « il faut transformer le réel ». Et du coup, la structure dualiste du nihilisme s'introduit et vous êtes obligé de dire « non, le réel, je ne l'aime pas, il n'est pas bon, il faut le transformer parce qu'il est mauvais ». Vous ne pouvez pas aimer ce réel que vous décrétez mauvais puisque vous voulez le transformer. Donc là, on a deux attitudes de vie qui sont complètement différentes. Et il existe deux types de forces, ça Deleuze avait très bien montré. En gros, les forces réactives sont des forces qui ne peuvent se déployer dans l'univers, elles ne peuvent se poser dans l'univers qu'en s'opposant à quelqu'un. Par exemple, la vérité, c'est le modèle des forces réactives parce que la vérité se pose toujours, c'est le modèle des dialogues platoniciens, par réfutation de l'erreur. En revanche, les forces actives, ce sont des forces qui peuvent se déployer sans avoir besoin de nier d'autres forces. Le modèle, c'est plus la vérité, c'est l'art. Pourquoi? Parce que l'artiste pose des valeurs, il crée une œuvre sans avoir besoin de s'opposer aux autres pour autant. Chopin ne s'oppose pas à Bach, par exemple. Il crée une valeur, mais contrairement à un scientifique qui va réfuter les théories antérieures, il ne pose pas la valeur beauté par opposition à une autre conception de la beauté. Alors évidemment, on a tiré de cette doctrine des forces actives et réactives, notamment dans les années 60-70, l'idée que ce qui était horrible et réactif, c'était la raison. Sèche, méchante, dévastatrice. C'était évidemment le christianisme, l'horreur du corps, l'horreur de la sexualité. Alors là, on en faisait les choux gras. Dans les années 70, ça marchait formidablement. On découvrait le corps, on découvrait le sexe, on découvrait Freud. Enfin, tout ça était vraiment la tarte à la crème de l'époque. Et donc, on se servait de Nietzsche pour expliquer que la religion, le rationalisme, tout ça était le phallologocentrisme, comme disait Derrida, tout ça était horriblement réactif au sens de Nietzsche. Bon. Évidemment, Nietzsche passe son temps à dire le contraire. Il passe son temps à détester le déferlement des passions. Il ne cesse de dire dans les aphorismes sur la sexualité qu'il faut surtout pratiquer l'abstinence, que sinon on y perd son talent et qu'on y perd son énergie. Enfin, lui-même d'ailleurs, je crois, l'a pratiqué toute sa vie, ou à peu près. Et donc, on est là dans un paradoxe complet. Pourquoi? Eh bien parce que, évidemment, si on rejetait les forces réactives au nom de la libération des forces actives, vous rejetez la raison, vous rejetez le nihilisme. Et puis vous dites, comme ça, le corps, le sexe, les sens, tout ça va se libérer. Eh bien, évidemment, ce serait un rejet d'une partie du réel. Et le paradoxe, c'est que du coup, en croyant être actif et en rejetant les forces réactives, paradoxalement, on deviendrait soi-même réactif. Et par conséquent, Nietzsche dit très clairement, nous autres immoralistes voyons notre intérêt à l'inimitié, à conserver l'Église. Pourquoi? Parce que le grand style, c'est ça n'est pas le rejet des forces réactives, c'est l'intégration des forces réactives dans une hiérarchie qui suppose la maîtrise de soi. Alors, par moments, ça vous donne des phrases assez drôles. Par exemple, Kant a manqué de logique. Alors, vous avez l'impression que Kant, c'est l'archétype, l'architectonique kantienne avec des dichotomies parfaites, c'est l'hyper-rationalisme, enfin, même poussé jusqu'à l'obsession. Et donc, il va reprocher à un certain nombre de penseurs apparemment très rationalistes de ne pas être encore suffisamment rationalistes. Et donc, on n'est pas du tout dans l'anarchie, il déteste l'anarchie. Vous prenez tous les textes de Nietzsche sur l'anarchie, c'est sans faille. Il est littéralement l'anarchie. Pour lui, c'est la même chose que le romantisme, c'est le déchirement intérieur qui conduit
qui est la réaction même, puisque le déchirement intérieur, c'est l'épuisement des forces qui se contrecarrent. Et le seul moyen d'être vraiment fort, au sens où il l'entend, c'est de parvenir à l'harmonie qui n'est pas l'exclusion des forces réactives, mais l'intégration des forces réactives, exactement comme dans un geste harmonieux. Là, il y a une idée grandiose et qui donne, je crois, vraiment la clé de sa pensée.